Un puissant séisme de magnitude 6 a frappé ce lundi la province chinoise du Sichuan. Le tremblement de terre s'est produit à 22h55 locale, soit 14h55 GMT, à une profondeur de 16 km selon le Centre chinois des séismes. Plus d'une soixantaine de répliques, dont la plus importante a été de magnitude 5,1, ont été enregistrées depuis. Les tremblements de terre ont aussi endommagé des maisons, des routes et des services d'électricité et de communication. La ville et les comtés ont rapidement alloué toutes sortes de fournitures de secours provenant de leurs dépôts de matériel de secours pour la saison aux villages et villes affectés. Dans un premier temps, 450 tentes et 5300 couvertures et 1500 lits pliants ont été envoyés dans les zones touchées. Au total, plus de 100 000 personnes sont affectées par le séisme selon les autorités. Plus de 4 000 personnes ont été relogées à la suite du tremblement de terre qui a détruit ou endommagé plus de 10 000 pièces d'habitation dans la vaste commune de Yibin. Plus de 300 pompiers ont été déployés sur place et du personnel de secours a été dépêché avec 5 000 tentes et d'autres équipements de secours selon Chine Nouvelle. Le Sichuan est régulièrement frappé par des séismes. En 2008, un tremblement de terre de magnitude 7,9 avait fait 87 000 morts et disparus. En quête d'un second mandat après sa victoire en 2016, Donald Trump a galvanisé les quelques 20 000 supporters venus l'écouter à Orlando. Et c'est sous les cris d'une foule enthousiaste que le président américain a lancé ce mardi en Floride sa campagne pour 2020. En reprenant ses thèmes favoris de 2016 et attaquant avec violence les démocrates accusés de vouloir détruire le rêve américain. Donald Trump, qui s'est présenté à Orlando sans nouvelle proposition, a accusé ses adversaires politiques d'être guidés par la haine, ciblant la vingtaine de candidats démocrates qui espèrent lui ravir la Maison-Blanche. Le candidat à la Maison-Blanche et socialiste revendiqué Bernie Sanders a répliqué au discours du républicain. Écoutez, Trump m'a fait vraiment dire qu'il est un homme vivant dans un univers parallèle et un homme qui doit être battu. Trump n'a pas parlé de la moitié de l'Amérique qui n'a aucune richesse. Trump n'a pas parlé du niveau incroyable des revenus, de la richesse et des inégalités en Amérique. Trump a parlé de son plan fiscal. Mais ce qu'il a oublié de vous dire, c'est que 83% de ces avantages fiscaux ont profité aux 1% les plus riches sur une période de 10 ans. Comme en 2016, lorsqu'il avait brandi l'idée de construire un mur à la frontière avec le Mexique, Donald Trump a insisté sur la nécessité d'être ferme sur l'immigration. Sur le bilan, il a mis en avant les bons chiffres de ce qu'il appelle l'économie Trump. Il a aussi réitéré ses positions connues sur l'Iran et Israël en défendant sa décision emblématique sur le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Le gouvernement s'est efforcé cette dernière semaine de rallier les députés à ces tests qui posent de nouvelles conditions aux candidats, dont le fait de ne pas avoir distribué d'aide à des citoyens. Cela pourrait notamment empêcher une candidature du mania des médias Nabil Karoui et de la mécène Olfa Terra-Hamburg, alors que le chef du gouvernement Youssef Chahed est en train de se positionner pour les scrutins législatifs et présidentiels fin 2019. C'est une loi qui est très vague, qui peut être appliquée à la tête du client. Constitutionnellement, elle est inconstitutionnelle. Je ne pense pas qu'un juge pourra accepter de l'appliquer. Cependant, je sais qu'il y a un groupe parlementaire de parlementaires qui va faire opposition. Nous allons suivre tous les recours dans le calme et dans le respect de la loi. Ce qui est arrivé aujourd'hui est une tentative d'assassinat de la démocratie tunisienne, mais j'ai confiance en mon peuple, j'ai confiance aux Tunisiens, à l'intelligence collective des Tunisiens. Nous allons gagner. Je peux vous assurer que le 6 octobre, c'est nous qui allons sortir les premiers
des urnes et nous serons là pour l'élection présidentielle. Inch'Allah. Dans une précédente version du test ayant circulé avant le vote, était même écarté de la course tout candidat dirigeant une association ou un média. Il est toujours important d'appliquer les règles et d'appliquer l'égalité des chances. Il est toujours important, même avant 24 heures des élections. Ce n'est pas une question de la création de nouvelles lois ou de nouvelles mesures. C'est une question d'élargissement de la loi. Le décret 87-2011 mentionne tout ce que nous avons reporté, transféré dans cette loi. Seulement, il s'applique sur les responsables des partis. Maintenant, il s'applique sur tout le monde. C'est une question d'égalité de chances, pas plus. Un autre amendement vise les personnes faisant l'apologie de la dictature et pourrait toucher une autre surprise des sondages, Abir Moussi, qui défend l'héritage du père déchu Zine El Abidine, Ben Ali. La rapporteuse spéciale des Nations Unies, Agnès Callamard, qui a enquêté pendant 6 mois sur le meurtre de Khashoggi, tient l'Arabie Saoudite pour responsable de l'exécution extrajudiciaire du journaliste et critique du pouvoir saoudien, mort brutalement en octobre à l'intérieur du consulat de son pays à Istanbul. Dans son rapport final transmis ce mercredi aux médias, elle affirme avoir des éléments de preuve crédibles justifiant une enquête supplémentaire sur la responsabilité individuelle de hauts responsables saoudiens, y compris celle du prince héritier Mohammed Ben Salman, surnommé MBS. Mais par la voix du numéro 2 de la diplomatie saoudienne, Riyad a affirmé que ce rapport de l'experte des droits de l'homme de l'ONU, qui comme tous les autres experts indépendants de l'ONU ne s'exprime pas au nom des Nations Unies, est sans fondement. La Turquie, elle, a immédiatement appuyé avec force ses recommandations. Dans une interview accordée à quelques journalistes, Agnès Callamard a estimé que l'arrestation de ces individus était nécessaire si leur responsabilité est prouvée. Elle appelle également à la poursuite des sanctions imposées par plusieurs pays, dont les États-Unis, contre 17 individus pour leur rôle dans ce meurtre, mais considère qu'elles ne sont pas suffisantes car elles ne prennent pas en compte la question de la responsabilité de la chaîne de commandement. Le parquet d'Alger a transmis au procureur général de la Cour suprême le volet relatif aux cadres et hauts fonctionnaires du dossier d'enquête préliminaire à l'encontre de Maïeddine Takou, influent homme d'affaires en détention préventive depuis le 10 juin. Ce volet vise 10 personnalités, dont l'ancien premier ministre du président déchu Bouteflika Yahya, qui a démissionné début avril. La Cour suprême est la seule juridiction compétente pour instruire les crimes et délits qu'auraient commis dans le cadre de leurs fonctions les membres du gouvernement, les préfets et certains hauts magistrats. Les faits qui leur sont reprochés ne sont pas précisés. La justice a déjà inculpé 45 personnes dans cette affaire Takout, notamment pour blanchiment d'argent, transfert de biens obtenus par des faits de corruption à l'effet d'en dissimuler la source illicite, trafic d'influence et infraction aux règles des marchés publics. Le parquet avait récemment annoncé que 11 dossiers de personnalités relevant de la Cour suprême seraient transmis à cette juridiction, mais seules 10 personnalités ont été citées mercredi. Maïeddine Takout a fait fortune en obtenant, via des marchés publics, une large part du secteur du transport universitaire et urbain. Le procès de 24 prévenus soupçonnés d'être liés directement ou indirectement à la tuerie et d'appartenir à une cellule djihadiste se tient devant la chambre criminelle de la cour d'appel de Salé depuis le 2 mai. 7 des accusés doivent encore être entendus. Le tribunal doit aussi statuer sur une demande de la partie civile de convoquer un religieux marocain, le cheikh Mohamed Al-Magaroui, qui supervise plusieurs écoles coraniques à Marrakech où plusieurs des prévenus ont suivi des enseignements. Son nom a été évoqué par les principaux accusés. Nous demandons à ce qu'il soit entendu pour déterminer s'il a une responsabilité dans leur embrigadement, a dit à l'AFP l'avocat des parents d'une des 2 victimes, maître Khalid El Fatawi.
Lors des audiences précédentes, les principaux suspects sont passés aux aveux en avouant avoir décapité les touristes ou avoir filmé la scène avec un téléphone portable. Après eux, leurs complices présumés ont nié toute implication dans l'assassinat. Certains ont toutefois revendiqué des idées djihadistes, tandis que d'autres ont nié avoir été embrigadés. Les principaux accusés risquent théoriquement la peine de mort, toujours prononcée au Maroc, même si un moratoire est appliqué de facto depuis 1993. Pour rappel, Louisa Westerhagen Jespersen, une étudiante danoise de 24 ans, et son amie Maren Juland, une Norvégienne de 28 ans, ont été décapités mi-décembre au nom du groupe djihadiste État islamique alors qu'elles campaient sur un site isolé dans le Haut-Atlas. Dans un entretien avec The Address et The Observer, deux sites d'information libyens publiés dans la nuit de mercredi à jeudi, le maréchal Haftar a affirmé que son offensive, lancée début avril, ne s'arrêtera pas avant que tous ses objectifs ne soient atteints. Sur le terrain, la situation est excellente et j'appelle les Libyens à ne pas prêter attention aux rumeurs sur notre retrait, a-t-il dit. Le 4 avril, le maréchal Haftar a lancé une offensive pour prendre le contrôle de Tripoli, siège du gouvernement national d'union, reconnu par la communauté internationale. Les forces du maréchal sont depuis bloquées aux portes de la capitale et les positions sont figées. Malgré ce statu quo, le maréchal se dit confiant dans la victoire et la possibilité d'une phase politique après les combats. Il est question d'un retour au processus démocratique, élections, nouvelle loi électorale sans défaut cette fois et un nouveau comité de rédaction de la Constitution, mais surtout un équilibre dans la répartition des revenus pétroliers selon Haftar. Une proposition pas fondamentalement différente de celle émise dimanche par son rival Fayez al-Sarraj, qui prévoit notamment des élections en 2019 et la tenue d'un forum libyen. Mais pour le maréchal Haftar, le projet de Sarraj manque de sérieux et d'éléments susceptibles de résoudre la crise, estimant qu'il est issu des propos de Ghassan Salamé, l'émissaire de l'ONU en Libye. Accusé par Sarraj de vouloir saper le processus démocratique pour établir une dictature, le maréchal s'en défend et assure ne pas s'opposer aux solutions politiques ou aux élections. Il estime néanmoins qu'elles sont irréalisables tant que le pays est sous la coupe du terrorisme, des frères musulmans, des milices, des réseaux criminels et de la corruption. Donald Trump a officiellement donné ce mardi le coup d'envoi de sa campagne pour la présidentielle de 2020. Depuis, la Floride est à clé des élections américaines, dans lequel le vote hispanique revêt une importance cruciale. Dans son premier entretien à une télévision hispanophone ce jeudi, le président américain, accusé d'entrer par le journaliste qui l'interroge d'être très dur envers les immigrés, a déclaré avoir été très bon avec eux. J'adore les immigrants. J'adore les immigrants. Ce pays repose sur les immigrants. Beaucoup d'entre eux viennent de Chine, beaucoup viennent d'autres régions du monde que vous ne voudriez même pas croire et nos lois sont si mauvaises. Le Congrès n'a rien fait pour nos lois et pour améliorer nos lois en matière d'immigration. Elles sont si mauvaises. Les lois sur l'asile font rire tous ceux dans le monde qui en savent quelque chose. Donald Trump souligne dans l'entretien que le taux de chômage des hispaniques n'a jamais été aussi bas dans l'histoire du pays et que sa cote de popularité auprès d'eux a progressé de 17%. Je suis remonté de 17 points parce que je suis dur à la frontière, parce que les hispaniques veulent de la fermeté à la frontière. Ils ne veulent pas de gens qui viennent prendre leur emploi. Ils ne veulent pas que des criminels viennent, car ils comprennent la frontière mieux que quiconque. Saluant les efforts accomplis dernièrement par le Mexique pour arrêter l'immigration clandestine à destination des États-Unis, Donald Trump a estimé que sa fermeté à l'encontre de Cuba et du Venezuela lui assurera en 2020 la sympathie de l'électorat hispanique.